Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, à Elizabeth Craig. Notre vie est un voyage, dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage, dans le ciel où rien ne luit. Chanson des gardes suisses, 1793. Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C'est un roman, rien qu'une histoire fictive. Littré le dit qui ne se trompe jamais. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la vie. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors qu'il me dit, rentrons. Je rentre avec lui, voilà. Cette terrasse qu'il commence, c'est pour les œufs à la coque, viens par ici. Alors on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues, à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui, même que je m'en souviens, qui m'avait dit à ce propos, les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans, à prendre des cafés crème et des bocs. C'est ainsi. Siècle de vitesse, qu'ils disent. Où ça? Grand changement qu'ils racontent. Comment ça? Rien n'est changé en vérité. Ils continuent à s'admirer et c'est tout. Et ça n'est pas nouveau non plus. Des mots. Et encore pas beaucoup, même parmi les mots qui sont changés. 2 ou 3 par-ci par-là des petits. Bien fier alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeuré là, assis, ravis, à regarder les dames du café. Après, la conversation est revenue sur le président Poincaré qui s'en allait inaugurer, justement ce matin-là, une exposition de petits chiens. Et puis, de fil en aiguille, sur Le Temps, où c'était écrit « Tiens, voilà un maître journal Le Temps », qu'il me taquine Arthur Ganat à ce propos. Il n'y en a pas 2 comme lui pour défendre la race française. Elle en a bien besoin, la race française, vu qu'elle n'existe pas, que j'ai répondu, moi, pour montrer que j'étais documenté, et du tac au tac. Si donc il y en a une, et une belle de race, qu'il insistait, lui. Et même que c'est la plus belle race du monde, et bien cocu qui s'en dédie. Et puis le voilà parti à m'engueuler. J'ai tenu ferme, bien entendu. C'est pas vrai. La race, ce que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici, poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des 4 coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France. Et puis c'est ça les Français. Bardamu, qu'il me fait alors gravement et un peu triste. Nos pères nous valaient bien. N'en dis pas de mal. T'as raison, Arthur, pour ça t'as raison. Haineux et docile, violé, volé, étripé, couillon toujours, il nous valait bien, tu peux le dire. Nous ne changerons pas, ni de chaussettes, ni de maître, ni d'opinion, ou bien si tard que ça n'en vaut plus la peine. On est nés fidèles, on en crève, nous autres. Soldats gratuits, héros pour tout le monde, et singes parlants, mots qui souffrent. On est nous les mignons du roi misère, c'est lui qui nous possède. Quand on est pas sage, il sert. On a ses doigts autour du cou, toujours, ça gêne pour parler. Faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger. Pour des riens, il vous étrangle. C'est pas une vie. Il y a l'amour, Bardamu. Arthur, l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches, et j'ai ma dignité, moi, que je lui réponds. Parlons-en de toi. T'es un anarchiste, et puis voilà tout. Un petit malin, dans tous les cas, vous voyez ça d'ici. Et tout ce qu'il y avait d'avancé dans les opinions. Tu l'as dit, Bouffi, que je suis anarchiste. Et la preuve la meilleure, c'est que j'ai composé une manière de prière vengeresse et sociale dont tu vas me dire tout de suite des nouvelles. Les ailes en or, c'est le titre. Et je lui récite alors, un Dieu qui compte les minutes et les sous, un Dieu désespéré, sensuel et grognon comme un cochon avec des ailes en or qui retombent partout, le ventre en l'air, prêt aux caresses, c'est lui, c'est notre maître, embrassons-nous. Ton petit morceau ne tient pas devant la vie. J'en suis, moi, pour l'ordre établi, et je n'aime pas la politique.
Et d'ailleurs, le jour où la patrie me demandera de verser mon sang pour elle, elle me trouvera, moi bien sûr, et pas fainéant, prêt à le donner. Voilà ce qu'il m'a répondu. Justement, la guerre approchait de nous deux, sans qu'on s'en soit y rendu compte. Et je n'avais plus la tête très solide. Cette brève mais vivace discussion m'avait fatigué. Et puis, j'étais ému aussi parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir, tout à fait. On était du même avis sur presque tout. C'est vrai, t'as raison, en somme, que j'ai convenu, conciliant. Mais enfin, on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu peux pas venir me dire le contraire. Assis sur des clous, même à tirer tout, nous autres. Et qu'est-ce qu'on en a? Rien. Des coups de trique seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste, leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puis en suintant des rouspignols et puis voilà. En haut, sur le pont, au frais, il y a les maîtres et qui s'en font pas avec des belles femmes roses et gonflées de parfum sur les genoux. On nous fait monter sur le pont. Alors ils mettent leur chapeau de forme et puis nous en mettent un bon coup de la gueule, comme ça. Bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots qui sont sur la patrie numéro 2, et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez! Il y a de tout ce qu'il faut à bord, tous en chœur. Gueulez voir d'abord un bon coup, et que ça tremble. Vive la patrie numéro 1, qu'on vous entende de loin. Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus. Nom de Dieu! Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre où c'est fait bien plus vite encore qu'ici. C'est tout à fait comme ça, comme approuva Arthur, décidément devenu facile à convaincre. Mais voilà-t-il pas que juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer, et avec le colonel par devant sur son cheval, et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi, que je crie à Arthur, et me voici parti à m'engager, et au pas de course encore. « T'es rien con, Ferdinand !» qu'il me crie, lui et Arthur en retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Ça m'a un peu froissé qu'ils prennent la chose ainsi, mais ça m'a pas arrêté. J'étais au pas. J'y suis, j'y reste, que je me dis. On verra bien, navet! Que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors on a marché longtemps. Il n'y en avait plus qu'il y en avait encore des rues. Et puis dedans des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui lançaient des fleurs, des terrasses devant les gares, des pleines églises. Il y en avait des patriotes. Et puis il s'est mis à y en avoir moins des patriotes. La pluie est tombée. Et puis encore de moins en moins. Et puis plus du tout d'encouragement. Plus un seul sur la route. Nous n'étions donc plus rien qu'entre nous, les uns derrière les autres. La musique s'est arrêtée. En résumé, que je me suis dit alors, quand j'ai vu comment ça tournait, c'est plus drôle. C'est tout à recommencer. J'allais m'en aller, mais trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous, les civils. On était faits comme des rats. Une fois qu'on y est bien. Ils nous firent monter à cheval, et puis au bout de 2 mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie avec, on savait tout, dans un petit endroit sans doute où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là précisément qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route, moi tenant son registre où il inscrivait les ordres. Tout au loin sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait 2 points noirs au milieu, comme nous, mais c'étaient 2 Allemands, bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces 2 gens-là tiraient. Les Allemands aussi, peut-être qu'ils savaient, mais moi vraiment je savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu, les Allemands, j'avais même été à l'école chez eux, étant petit, aux environs de Hanovre. J'avais parlé leur langue. C'était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles et furtifs comme ceux des loups. On allait toucher ensemble les filles après l'école dans les bois d'alentour, où on tirait aussi à l'arbalète et au pistolet qu'on achetait même 4 marques. On buvait de la bière sucrée, mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret, sans même venir nous parler d'abord, et en plein milieu de la route, il y avait de la marge, et même un abîme, trop de différence. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Il s'était donc passé dans ces gens-là quelque chose d'extraordinaire ?
que je ne ressentais moi pas du tout. J'avais pas dû m'en apercevoir. Mes sentiments toujours n'avaient pas changé à leur égard. J'avais comme envie malgré tout d'essayer de comprendre leur brutalité. Mais plus encore j'avais envie de m'en aller, énormément, absolument. Tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à foutre le camp, que je me disais, après tout. Au-dessus de nos têtes, à 2 millimètres, à 1 millimètre, peut-être des tempes, venaient vibrer l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier tentants que tracent les balles qui veulent vous tuer, dans l'air chaud d'été. Jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Une immense, universelle moquerie. Je n'avais que 20 ans d'âge à ce moment-là. Ferme déserte au loin, des églises vides et ouvertes, comme si les paysans étaient partis de ces hameaux pour la journée, tous, pour une fête à l'autre bout du canton, et qu'ils nous eussent laissé en confiance tout ce qu'ils possédaient, leurs campagnes, les charrettes, brancards en l'air, leurs champs, leurs enclos, la route, les arbres, et même les vaches. Un chien avec sa chaîne, tout quoi, pour qu'on se trouve bien tranquille à faire ce qu'on voudrait pendant leur absence. Ça avait l'air gentil de leur part. Tout de même, s'ils n'étaient pas ailleurs, que je me disais. S'il y avait encore eu du monde par ici, on ne se serait sûrement pas conduit de cette ignoble façon, aussi mal. On n'aurait pas osé devant eux. Mais il n'y avait plus personne pour nous surveiller. Plus que nous. Comme des mariés qui font des cochonneries quand tout le monde est parti. Je me pensais aussi, derrière un arbre, que j'aurais bien voulu le voir ici, moi, le déroulède, dont on m'avait tant parlé, m'expliquer comment qu'il faisait, lui, quand il prenait une balle en plein bidon. Ces Allemands, accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal. Mais ils semblaient avoir des balles à en revendre. Des pleins magasins, sans doute. La guerre, décidément, n'était pas terminée. Notre colonel, il faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante. Il se promenait au beau milieu de la chaussée, puis de long en large parmi les trajectoires, aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare. Un peu impatient seulement. Moi d'abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j'ai jamais pu la sentir. Je l'ai toujours trouvée triste. Avec ces bourbiers qui n'en finissent pas. Ces maisons où les gens n'y sont jamais, et ces chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c'est à pas y tenir. Le vent s'était levé, brutal, de chaque côté des talus. Les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles au petit bruit sec qui venait de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en nous entourant de 1000 morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer. Le colonel, c'était donc un monstre. À présent, j'en étais assuré, pire qu'un chien. Il n'imaginait pas son trépas. Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves. Et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien? 1, 2, plusieurs millions peut-être en tout. Dès lors ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêterait-il? Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. Serais-je donc le seul lâche sur la terre? Pensais-je. Et avec quel effroi! Perdu parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux? Avec casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon pour y tout détruire, Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas. 100, 1000 fois plus enragés que 1000 chiens et tellement plus vicieux. Nous étions jolis. Décidément, je le concevais. Je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir avant d'entrer vraiment dans la guerre tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Le colonel ne bronchait toujours pas. Je le regardais recevoir sur le talus des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte, entre les balles. Dans aucune d'elles, il n'y avait donc l'ordre d'arrêter net cette abomination. On ne lui disait donc pas d'en haut qu'il y avait méprise, abominable erreur, mal donne, qu'on s'était trompé, que c'était des manœuvres pour rire qu'on avait voulu faire, et pas des assassinats, mais non. Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie.
Voilà sans doute ce que lui écrivait le général des entrailles, de la division, notre chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque 5 minutes par un agent de la liaison que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. J'en aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là. Mais on n'avait pas le temps de fraterniser non plus. Donc pas d'erreur? Ce qu'on faisait à se tirer dessus comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu? Cela faisait partie des choses qu'on peut faire, sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à courre. Rien à dire. Je venais de découvrir d'un coup la guerre tout entière. J'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment-là, pour bien la voir, la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent ça brûlait. Comme le courant entre les deux charbons dans la lampe à arc. Et il n'était pas près de s'éteindre, le charbon. On y passerait tous. Le colonel comme les autres, tout mariole qu'il semblait être. Et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d'en face lui passerait entre les deux épaules. Il y avait bien des façons d'être condamné à mort. Ah! Combien n'aurais-je pas donné à ce moment-là pour être en prison, au lieu d'être ici, moi crétin? Pour avoir, par exemple, quand c'était si facile, prévoyant, volé quelque chose quelque part, quand il en était temps encore. On ne pense à rien. De la prison, on en sort vivant, pas de la guerre. Tout le reste, c'est des mots. Si seulement j'avais encore eu le temps, mais je ne l'avais plus. Il n'y avait plus rien à voler. Comme il ferait bon dans une petite prison pépère, que je me disais, où les balles ne passent pas, ne passent jamais. J'en connaissais une toute prête au soleil, au chaud, dans un rêve. Celle de Saint-Germain, précisément. Si proche de la forêt, je la connaissais bien. Je passais souvent par là autrefois. Comme on change. J'étais un enfant alors, elle me faisait peur, la prison. C'est que je ne connaissais pas encore les hommes. Je ne croirais plus jamais à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent. C'est des hommes, et d'eux seulement qu'il faut avoir peur, toujours. Combien de temps faudrait-il qu'ils durent leur délire pour qu'ils s'arrêtent épuisés enfin ces monstres? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer? Des mois? Des années? Combien? Peut-être jusqu'à la mort de tout le monde, de tous les fous, jusqu'au dernier? Et puisque les événements prenaient ce tour désespéré, je me décidai à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière démarche, la suprême, essayer, moi tout seul, d'arrêter la guerre, au moins dans ce coin-là où j'étais. Le colonel déambulait à 2 pas. J'allais lui parler. Jamais je ne l'avais fait. C'était le moment d'oser. Là où nous en étions, il n'y avait presque plus rien à perdre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» me demanderait-il, j'imaginais. Très surpris, bien sûr, par mon audacieuse interruption. Je lui expliquerais alors les choses telles que je les concevais. On verrait ce qu'il en pensait, lui. Le tout, c'est qu'on s'explique dans la vie. À 2, on y arrive mieux que tout seul. J'allais faire cette démarche décisive quand, à l'instant même, arriva vers nous, au pas de gymnastique, fourbu, dégingandé, un cavalier à pied, comme on disait alors, avec son casque renversé à la main, comme Bélisaire, et puis tremblant et bien souillé de boue, le visage plus verdâtre encore que celui de l'autre agent de liaison. Il bredouillait et semblait éprouver comme un mal inouï, ce cavalier, à sortir d'un tombeau, et qu'il en avait tout mal au cœur. Il n'aimait donc pas les balles, ce fantôme, lui non plus. Les prévoyait-il comme moi? « Qu'est-ce que c'est » l'arrêta net le colonel, brutal, dérangé, en jetant dessus ce revenant une espèce de regard en acier. De le voir ainsi, cet ignoble cavalier, dans une tenue aussi peu réglementaire, et tout foirant d'émotion, ça le courrouçait fort, notre colonel. Il n'aimait pas cela du tout, la peur, c'était évident. Et puis ce casque à la main, surtout, comme un chapeau melon, achevait de faire joliment mal dans notre régiment d'attaque. Un régiment qui s'élançait dans la guerre. Il avait l'air de la saluer, lui, ce cavalier à pied, la guerre, en entrant. Sous ce regard d'opprobre, le messager vacillant se remit au garde à vous, les petits doigts sur la couture du pantalon, comme il se doit dans ces cas-là. Il oscillait, ainsi, raidi, sur le talus, la transpiration lui coulant le long de la jugulaire, et ses mâchoires tremblaient si fort qu'il en poussait des petits cris avortés, tel un petit chien qui rêve. On ne pouvait démêler s'il voulait nous parler ou bien s'il pleurait. Nos Allemands, accroupis au fin bout de la route, venaient justement de changer d'instrument. C'est à la mitrailleuse qu'ils poursuivaient à présent leur sottise. Ils en craquaient comme de gros paquets d'allumettes, et tout autour de nous venaient voler des essaims de balles rageuses, pointilleuses comme des guêpes. L'homme arriva tout de même à sortir de sa bouche quelque chose d'articulé. « Le maréchal des logis Barousse vient d'être tué, mon colonel, qu'il dit tout d'un trait. »« Et alors »
Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des Étrappes, mon colonel. Et alors? Il a été éclaté par un obus. Et alors, nom de Dieu? Voilà, mon colonel. C'est tout? Ben oui, c'est tout, mon colonel. Et le pain? Demanda le colonel. Ce fut la fin de ce dialogue, parce que je me souviens bien qu'il a eu le temps de dire tout juste « et le pain », et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu, et puis du bruit avec. Mais alors un de ces bruits, comme on ne croirait jamais qu'il en existe. On en a eu tellement plein les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite, du bruit, que je croyais bien que c'était fini, que j'étais devenu du feu et du bruit moi-même. Et puis non, le feu est parti, le bruit est resté longtemps dans ma tête, et puis les bras et les jambes qui tremblaient comme si quelqu'un voulait secouer de par derrière, ils avaient l'air de me quitter, et puis ils me sont restés quand même, mes membres. Dans la fumée qui piqua les yeux encore pendant longtemps, l'odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour tuer les punaises et les puces de la terre entière. Tout de suite après ça, j'ai pensé au maréchal des logis Barousse qui venait d'éclater comme l'autre nous l'avait appris. C'était une belle nouvelle, tant mieux que je pensais tout de suite ainsi. C'est une bien grande charogne en moins dans le régiment. Il avait voulu me faire passer au conseil pour une botte de conserve. Chacun sa guerre, que je me dis. De ce côté-là, faut en convenir, de temps en temps, elle avait l'air de servir à quelque chose, la guerre. J'en connaissais bien encore 3 ou 4 dans le régiment, de sacrées ordures que j'aurais bien aidé volontiers à trouver un obus comme Barousse. Quant au colonel, lui, je ne lui voulais pas de mal. Lui pourtant aussi, il était mort. Je ne le vis plus tout d'abord. C'est qu'il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc par l'explosion et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied, le messager, fini lui aussi. Ils s'embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours, mais le cavalier n'avait plus sa tête, rien qu'une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glou-glou comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert, il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire du mal ce coup-là au moment où c'était arrivé. Tant pis pour lui. S'il était parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé. Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. Les obus éclataient encore à la droite et à la gauche de la scène. J'ai quitté ces lieux sans insister, joliment heureux d'avoir un aussi beau prétexte pour foutre le camp. J'en chantonnais même un brin, en titubant, comme quand on a fini une bonne partie de canotage et qu'on a les jambes un peu drôles. Un seul obus? C'est vite arrangé les affaires tout de même avec un seul obus, que je me disais. Ah, dis donc, que je me répétais tout le temps. Ah, dis donc. Il n'y avait plus personne au bout de la route. Les Allemands étaient partis. Cependant, j'avais appris très vite ce coup-là à ne plus marcher désormais que dans le profil des arbres. J'avais hâte d'arriver au campement pour savoir s'il y en avait d'autres au régiment qui avaient été tués en reconnaissance. Il doit y avoir des bons trucs aussi, que je me disais encore, pour se faire prisonnier. Ça et là, des morceaux de fumée âcres s'accrochaient aux mottes. Ils sont peut-être tous morts à l'heure actuelle, que je me demandais. Puisqu'ils ne veulent rien comprendre à rien. C'est ça qui serait avantageux et pratique, qu'ils soient tous tués, très vite. Comme ça, on en finirait tout de suite. On rentrerait chez soi. On repasserait peut-être place Clichy en triomphe. 1 ou 2 seulement qui survivraient, dans mon désir. Des gars gentils et bien balancés derrière le général. Tous les autres seraient morts, comme le colon, comme Barousse, comme Vanaille, une autre vache, etc. On nous couvrirait de décorations, de fleurs, on passerait sous l'arc de triomphe. On entrerait au restaurant, on vous servirait sans payer. On payerait plus rien, jamais plus de la vie. On est les héros, qu'on dirait au moment de la note. Des défenseurs de la patrie, et ça suffirait. On payerait avec des petits drapeaux français. La caissière refuserait même l'argent des héros, et même elle vous en donnerait, avec des baisers quand on passerait devant sa caisse. Ça vaudrait la peine de vivre. Je m'aperçus en fuyant que je saignais du bras. Mais un peu seulement, pas une blessure suffisante du tout, une écorchure. C'était à recommencer. Il se remit à pleuvoir. Les champs des Flandres bavaient l'eau sale. Encore pendant longtemps, je n'ai rencontré personne. Rien que le vent, et puis peu après le soleil. De temps en temps, je ne savais d'où, une balle, comme ça, à travers le soleil et l'air, me cherchait, Guillerette, entêtée à me tuer, dans cette solitude. Moi, pourquoi?
Jamais plus. Même si je vivais encore 100 ans, je ne me promènerais à la campagne. C'était juré. En allant devant moi, je me souvenais de la cérémonie de la veille. Dans un pré qu'elle avait eu lieu, cette cérémonie, au revers d'une colline. Le colonel, avec sa grosse voix, avait harangué le régiment. « Haut les cœurs !» qu'il avait dit. « Haut les cœurs et vive la France !» Quand on n'a pas d'imagination, mourir c'est peu de choses. Quand on en a, mourir c'est trop. Voilà mon avis. Jamais je n'avais compris tant de choses à la fois. Le colonel n'avait jamais eu d'imagination, lui. Tout son malheur à cet homme était venu de là. Le nôtre, surtout. Étais-je donc le seul à avoir l'imagination de la mort dans ce régiment? Je préférais la mienne de mort tardive, dans 20 ans, 30 ans, peut-être davantage, à celle qu'on me voulait tout de suite, à bouffer de la boue des Flandres, à pleine bouche. Plus que la bouche, même, fendue jusqu'aux oreilles par un éclat. On a bien le droit d'avoir une opinion sur sa propre mort. Mais alors où aller? Droit devant moi? Le dos à l'ennemi. Si les gendarmes ainsi m'avaient pincé en vadrouille, je crois bien que mon compte eût été bon. On m'aurait jugé le soir même, très vite, à la bonne Franquet, dans une classe d'école licenciée. Il y en avait beaucoup des vides des classes, partout où nous passions. On aurait joué avec moi à la justice comme on joue quand le maître est parti. Les gradés sur l'estrade, assis, moi debout, menottes aux mains, devant les petits pupitres. Au matin, on m'aurait fusillé. 12 balles, plus une. Alors. Et je repensais encore au colonel, brave comme il était cet homme-là, avec sa cuirasse, son casque et ses moustaches. On l'aurait montré se promenant comme je l'avais vu, moi, sous les balles et les obus, dans un music-hall. C'était un spectacle à remplir la lampe bras d'alors. Il aurait éclipsé Fraxon, dans l'époque dont je vous parle, une formidable vedette, cependant. Voilà ce que je pensais, moi. Bas les cœurs, que je pensais, moi. Après des heures et des heures de marche furtive et prudente, j'aperçus enfin nos soldats devant un hameau de ferme. C'était un avant-poste à nous, celui d'un escadron qui était logé par là. Pas un tué chez eux, qu'on m'annonça. Tous vivants. Et moi qui possédais la grande nouvelle. Le colonel est mort. Que je leur criais. Dès que je fus assez près du poste. C'est pas les colonels qui manquent, que me répondit le brigadier Pistit, du tac au tac, qui était justement de garde lui aussi, et même de corvée. Et en attendant qu'on le remplace, le colonel, va donc, carotte, toujours à la distribution de bidoches avec ampouille et cardoncuf. Et puis prenez 2 sacs chacun, c'est derrière l'église que ça se passe, qu'on voit là-bas. Et puis vous faites parfiler encore rien que les os comme hier. Et puis tâchez de vous démerder pour être de retour à l'escouade avant la nuit, salopard. On a repris la route tous les trois, donc. Je leur raconterai plus rien à l'avenir, que je me disais, vexé. Je voyais bien que c'était pas la peine de leur rien raconter à ces gens-là. Qu'un drame, comme j'en avais vu un, s'était perdu tout simplement pour des dégueulasses pareilles. Qu'il était trop tard pour que ça intéresse encore. Et dire que 8 jours plus tôt, on en aurait mis sûrement 4 colonnes dans les journaux et ma photographie pour la mort d'un colonel comme c'était arrivé. Des abrutis. C'était donc dans une prairie d'août qu'on distribuait toute la viande pour le régiment. Ombrée de cerisiers et brûlée déjà par la fin d'été. Sur des sacs et des toiles de tente largement étendues et sur l'herbe même, il y en avait pour des kilos et des kilos de tripes étalées, de gras en flocons jaunes et pâles, des moutons éventrés avec leurs organes en pagaille, suintant en ruisselets ingénieux dans la verdure d'alentour, un bœuf entier sectionné en 2, pendu à l'arbre, et sur lequel s'escrimaient encore en jurant les 4 bouchers du régiment pour lui tirer des morceaux d'abattis. On s'engueulait ferme entre escouades à propos de graisse, et de rognons surtout, au milieu des mouches comme on n'en voit que dans ces moments-là, importantes et musicales comme des petits oiseaux. Et puis du sang encore, et partout, à travers l'herbe, en flaques molles et confluentes, qui cherchaient la bonne pente. On tuait le dernier cochon quelques pas plus loin. Déjà 4 hommes et un boucher se disputaient certaines tripes à venir. « C'est toi, vendu, qui l'a étouffé hier, la Loyau !» J'ai eu le temps encore de jeter 2 ou 3 regards sur ce différend alimentaire, tout en m'appuyant contre un arbre. Et j'ai dû céder à une immense envie de vomir, et pas qu'un peu, jusqu'à l'évanouissement. On m'a bien ramené jusqu'au cantonnement, sur une civière, mais non sans profiter de l'occasion pour me barboter mes 2 sacs en toile cachou. Je me suis réveillé dans une autre engueulade du brigadier. La guerre ne passait pas. Tout arrive, et ce fut à mon tour de devenir brigadier vers la fin de ce même mois d'août. On m'envoyait souvent avec 5 hommes en liaison, aux ordres du général des Entrailles. Ce chef était petit de taille, silencieux, et ne paraissait à première vue ni cruel, ni héroïque.
Mais il fallait se méfier. Il semblait préférer par-dessus tout ses bonnes aises. Il y pensait même sans arrêt à ses aises. Et bien que nous fussions occupés à battre en retraite depuis plus d'un mois, il engueulait tout le monde quand même, si son ordonnance ne lui trouvait pas, dès l'arrivée à l'étape, dans chaque nouveau cantonnement, un lit bien propre et une cuisine aménagée à la moderne. Au chef d'état-major, avec ses 4 galons, ce souci de confort donnait bien du boulot. Les exigences ménagères du général des entrailles l'agaçaient. Surtout que lui, jaune, gastritique au possible et constipé, n'était nullement porté sur la nourriture. Il lui fallait quand même manger ses œufs à la coque à la table du général et recevoir en cette occasion ses doléances. On est militaire ou on ne l'est pas. Toutefois, je n'arrivais pas à le plaindre, parce que c'était un bien grand saligaud comme officier. Faut en juger. Quand nous avions donc traîné jusqu'au soir de chemin en colline et de luzerne en carotte, on finissait tout de même par s'arrêter pour que notre général puisse coucher quelque part. On lui cherchait, et on lui trouvait un village calme, bien à l'abri, où les troupes ne campaient pas encore, et s'il y en avait déjà dans le village des troupes, elles décampaient en vitesse. On les foutait à la porte, tout simplement. À la belle étoile, même si elles avaient déjà formé les faisceaux. Le village s'était réservé rien que pour l'état-major, ses chevaux, ses cantines, ses valises, et aussi pour ce saligaud de commandant. Il s'appelait Pinson, ce salaud-là. Le commandant Pinson. J'espère qu'à l'heure actuelle, il est bien crevé, et pas d'une mort pépère. Mais à ce moment-là, dont je parle, il était encore salement vivant, le Pinson. Il nous réunissait chaque soir, les hommes de la liaison, et puis alors il nous engueulait un bon coup pour nous remettre dans la ligne et pour essayer de réveiller nos ardeurs. Il nous envoyait à tous les diables, nous qui avions traîné toute la journée derrière le général. Pied à terre, à cheval, repied à terre, comme ça, à lui porter ses ordres, de ci, de là. On aurait aussi bien fait de nous noyer quand c'était fini. C'eût été plus pratique pour tout le monde. « Allez-vous-en, tous! Allez rejoindre vos régiments, et vivement !» qu'il gueulait. « Où qu'il est le régiment, mon commandant, qu'on demandait, nous? Il est à Barbagny. Où que c'est, Barbagny? C'est par là !» Par là, où il montrait, il n'y avait rien que la nuit. Comme partout d'ailleurs. Une nuit énorme qui bouffait la route à 2 pas de nous. Et même qu'il n'en sortait du noir qu'un petit bout de route grand comme la langue. Allez donc chercher son Barbagny dans la fin d'un monde. Il aurait fallu qu'on sacrifiât pour le retrouver, son Barbagny, au moins un escadron tout entier. Et encore, un escadron de braves. Et moi qui n'étais point brave, et qui ne voyais pas du tout pourquoi je l'aurais été, brave, j'avais évidemment encore moins envie que personne de retrouver son Barbagny, dont il nous parlait d'ailleurs lui-même absolument au hasard. C'était comme si on avait essayé, en m'engueulant très fort, de me donner l'envie d'aller me suicider. Ces choses-là, on les a ou on ne les a pas. De toute cette obscurité si épaisse, qu'il vous semblait qu'on ne reverrait plus son bras dès qu'on l'étendait un peu plus loin que l'épaule, je ne savais qu'une chose. Mais cela, alors, tout à fait certainement, c'était qu'elle contenait des volontés homicides énormes et sans nombre. Cette gueule d'état-major n'avait de cesse, dès le soir revenu, de nous expédier au trépas, et ça le prenait souvent, dès le coucher du soleil. On luttait un peu avec lui, à coups d'inertie. On s'obstinait à ne pas le comprendre. On s'accrochait au cantonnement pépère, tant bien que mal, tant qu'on pouvait. Mais enfin, quand on ne voyait plus les arbres, à la fin, il fallait consentir tout de même à s'en aller mourir un peu. Le dîner du général était prêt. Tout se passait alors à partir de ce moment-là, selon les hasards. Tantôt on le trouvait, et tantôt on ne trouvait pas le régiment et son Barbagny. C'était surtout par erreur qu'on les retrouvait, parce que les sentinelles de l'escadron de garde tiraient sur nous en arrivant. On se faisait reconnaître ainsi forcément, et on achevait presque toujours la nuit à encorver de toute nature, à porter beaucoup de ballots d'avoine et des seaux d'eau en masse, à se faire engueuler jusqu'à en être étourdi, en plus du sommeil. Au matin, on repartait, groupe de la liaison, tous les 5 pour le quartier du général des entrailles, pour continuer la guerre. Mais la plupart du temps, on ne le trouvait pas, le régiment. Et on attendait seulement le jour, en cerclant autour des villages, sur les chemins inconnus, à la lisière des hameaux évacués et des taillis sournois. On évitait tout ça autant qu'on le pouvait à cause des patrouilles allemandes. Il fallait bien être quelque part cependant en attendant le matin, quelque part dans la nuit. On ne pouvait pas éviter tout. Depuis ce temps-là, je sais ce que doivent éprouver les lapins de Garenne. Ça vient drôlement, la pitié. Si on avait dit au commandant Pinson qu'il n'était qu'un sale assassin lâche, on lui aurait fait un plaisir énorme, celui de nous faire fusiller, séance tenante, par le capitaine de gendarmerie, qui ne le quittait jamais d'une semelle, et qui, lui, ne pensait précisément qu'à cela. C'est pas aux Allemands qu'il en voulait, le capitaine de gendarmerie. Nous dûmes donc courir les embuscades pendant des nuits et des nuits imbéciles qui se suivaient,
rien qu'avec l'espérance de moins en moins raisonnable d'en revenir. Et celle-là seulement est aussi que si on en revenait, qu'on n'oublierait jamais, absolument jamais, qu'on avait découvert sur la terre un homme bâti comme vous et moi, mais bien plus charognard que les crocodiles et les requins qui passent entre deux eaux, la gueule ouverte autour des bateaux d'ordures et de viande pourrie qu'on va leur déverser au large, à la Havane. La grande défaite, en tout, c'est d'oublier. Et surtout ce qui vous a fait crever. Et de crever sans comprendre jamais jusqu'à quel point les hommes sont vaches. Quand on sera au bord du trou, faudra pas faire les malins, nous autres. Mais faudra pas oublier non plus. Faudra raconter tout sans changer un mot de ce qu'on a vu de plus vicieux chez les hommes, et puis poser sa chic, et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière. J'aurais bien donné aux requins à bouffer, moi, le commandant Pinson, et puis son gendarme avec, pour leur apprendre à vivre. Et puis mon cheval aussi en même temps, pour qu'il ne souffre plus, parce qu'il n'en avait plus de dos, ce grand malheureux, tellement qu'il avait mal, rien que 2 plaques de chair qui lui restaient à la place, sous la selle, larges comme mes 2 mains et suintantes, à vif, avec des grandes traînées de pus qui lui coulaient par les bords de la couverture jusqu'au jarret. Il fallait cependant trotter là-dessus, 1, 2... Il s'entortillait de trotter. Mais les chevaux, c'est encore bien plus patient que des hommes. Il ondulait entre-temps. On ne pouvait plus le laisser qu'au grand air. Dans les granges, à cause de l'odeur qui lui sortait des blessures, ça sentait si fort qu'on en restait suffoqué. En montant dessus son dos, ça lui faisait si mal qu'il se courbait comme gentiment, et le ventre lui en arrivait alors aux genoux. Ainsi, on aurait dit qu'on grimpait sur un âne. C'était plus commode ainsi, faut l'avouer. On était bien fatigués nous-mêmes, avec tout ce qu'on supportait en acier sur la tête et sur les épaules. Le général des entrailles, dans la maison réservée, attendait son dîner. Sa table était mise, la lampe à sa place. « Foutez-moi tous le camp, nom de Dieu !» nous sommait une fois de plus le Pinson, en nous balançant sa lanterne à hauteur du nez. « On va se mettre à table. Je vous le répéterai plus. Vont-ils s'en aller, ces charognes ?» Qu'il hurlait même. Il en reprenait de rage à nous envoyer crever ainsi ce diaphane, quelques couleurs aux joues. Quelquefois, le cuisinier du général nous repassait avant qu'on parte un petit morceau. Il en avait de trop à bouffer, le général, puisqu'il touchait, d'après le règlement, 40 rations pour lui tout seul. Il n'était plus jeune, cet homme-là. Il devait même être tout près de la retraite. Il pliait aussi des genoux en marchant. Il devait se teindre les moustaches. Ses artères, aux tempes, ça se voyait bien à la lampe, quand on s'en allait, dessinaient des méandres comme de la Seine à la sortie de Paris. Ses filles étaient grandes, disait-on, pas mariées et comme lui, pas riches. C'était peut-être à cause de ces souvenirs-là qu'il avait tant l'air vétillard et grognon, comme un vieux chien qu'on aurait dérangé dans ses habitudes, et qui essaye de retrouver son panier à coussins partout où on veut bien lui ouvrir la porte. Il aimait les beaux jardins et les rosiers. Il n'en ratait pas une de roseraie, partout où nous passions. Personne comme les généraux pour aimer les rosiers. C'est connu. Tout de même, on se mettait en route. Le boulot, c'était pour les faire passer au trot, les canards. Ils avaient peur de bouger à cause des plaies d'abord, puis ils avaient peur de nous, et de la nuit aussi. Ils avaient peur de tout, quoi. Nous aussi. 10 fois on s'en retournait pour lui redemander la route au commandant. 10 fois qu'il nous traitait de feignants et de tirs au cul dégueulasses. À coup d'éperon, enfin, on franchissait le dernier poste de garde. On leur passait le mot au planton, et puis on plongeait d'un coup dans la sale aventure. Dans les ténèbres de ces pays à personne. À force de déambuler d'un bord de l'ombre à l'autre, on finissait par s'y reconnaître un petit peu, qu'on croyait du moins. Dès qu'un nuage semblait plus clair qu'un autre, on se disait qu'on avait vu quelque chose. Mais devant soi, il n'y avait de sûr que l'écho allant et venant, l'écho du bruit que faisaient les chevaux entre-temps. Un bruit qui vous étouffe, énorme, tellement qu'on n'en veut pas. Ils avaient l'air de trotter jusqu'au ciel, d'appeler tout ce qu'il y avait sur la terre, les chevaux, pour nous faire massacrer. On aurait pu faire ça d'ailleurs d'une seule main, avec une carabine. Il suffisait de l'appuyer en nous attendant, le long d'un arbre. Je me disais toujours que la première lumière qu'on verrait, ce serait celle du coup de fusil de la fin. Depuis 4 semaines qu'elle durait, la guerre, on était devenus si fatigués, si malheureux, que j'en avais perdu, à force de fatigue, un peu de ma peur en route. La torture d'être tracassé jour et nuit par ces gens, les gradés, les petits surtout, plus abrutis, plus mesquins et plus haineux encore que d'habitude. Ça finit par faire hésiter les plus entêtés à vivre encore. Ah, l'envie de s'en aller.
pour dormir, d'abord. Et s'il n'y avait plus vraiment moyen de partir pour dormir, alors l'envie de vivre s'en va toute seule.